Bonjour à tous et ravi de vous voir si nombreux. On va se présenter. Donc, bonjour, je m'appelle Maëlys Forveille et je suis responsable d'un programme de transfo côté Banque de commerce en France, côté IT. Et je suis aussi à mes heures perdues coach professionnel en auto-entreprise. Et ce que j'aimerais que vous puissiez faire pendant cette petite séance de 3/4 d'heure, c'est la petite phrase que j'aime bien de Marcel Proust. Le véritable voyage de découverte ne consiste pas à chercher de nouveaux paysages, mais à avoir de nouveaux yeux. Donc j'espère que pendant cette séance, vous allez pouvoir avoir de nouveaux yeux. Leïla Benachour, je suis directrice conseil chez Soprasteria et j'accompagne depuis à peu près une vingtaine d'années les entreprises dans leur transition et transformation. Donc au départ, ce n'était pas de l'agile, mais de plus en plus de la business agility. Et effectivement, je suis coach OKR et j'accompagne aujourd'hui une dizaine d'entreprises dans la mise en place, la mise en œuvre des OKR. C'est moi ? Ouais. Alors, on va vous demander de travailler un tout petit peu pour voir votre niveau de connaissance des OKR. Donc, au top 3, vous levez la main, un doigt si vous ne connaissez pas du tout, si vous avez déjà utilisé les OKR, et ça s'est bien passé. 2 doigts si vous avez déjà utilisé les OKR, mais au final, ça ne fonctionne pas, ou en tout cas, vous avez une expérience pas très positive, disons. Et 3, je n'ai jamais utilisé les OKR, mais ça vous intéresse puisque vous êtes là aujourd'hui. Alors, au top 3, 1, 2, 3. Ah, je vois des 2. Voilà, exactement. 3, c'est rassurant. 2, est-ce que je pourrais... Voilà. 4, c'est ça. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un tout petit peu votre expérience qui fait que ça n'a pas fonctionné? Ah, d'accord. Tous n'ont pas ça a plutôt marché, mais je resterai sur une défaite cuisante. Mais c'était sur une équipe de la marque, donc qui avait des objectifs stratégiques assez éloignés. Et en fait, ils n'arrivaient pas du tout à se projeter. Et du coup, ils ont rejeté la méthode parce que les morceaux étaient trop gros et ils trouvaient que les objectifs de l'entreprise étaient les leurs. Donc, l'appropriation était difficile. C'était plus ça. D'où l'intérêt, je trouve, de sensibiliser et de faire travailler. Mais les autres fois, ça a marché. Et pour vous? Et pour moi, c'était... Pardon? Non, pas du tout. Pour moi, c'est plutôt des O et pas des KR, du coup des objectifs, mais du coup avec la traduction plus concrète un peu absente de tout ça. Donc une difficulté d'appropriation, de savoir comment on l'atteint, ce genre de choses. Voilà. Okay, merci beaucoup. Merci pour votre retour. Et on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais vous poser une question, pareil. Vous levez la main si vous avez envie d'y répondre. Sinon, on passera à la slide d'après. Qu'est-ce qui se met en travers de votre chemin et entrave l'atteinte des objectifs de votre entreprise aujourd'hui, selon votre expérience, selon votre vision? Oui. Pas de main? Bon. Si, mais une entrave, c'est peut-être un frein de la direction par rapport à ça. OK. D'autres? OK. Trop d'objectifs. OK. Très bien. Donc, on va vous présenter quelques éléments et vous nous dites par la suite, je vous demanderai de lever la main si vous êtes d'accord avec. Donc, les problèmes qu'on essaye de résoudre avec les OKR et le Lean Portfolio, parce que voilà, on a associé les deux. Donc, le manque de clarté de la stratégie. J'ai assisté à pas mal de conférences aujourd'hui et ça ressort systématiquement ce point de manque de clarté parce que les gens ne peuvent pas s'approprier quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Donc, on a aussi les focus sur les outputs, les livrables. Donc, on a l'habitude de dire j'ai livré tel projet, telle fonctionnalité. C'est quelque chose de palpable versus la valeur. Donc, les entreprises ont du mal aujourd'hui, et les collaborateurs aussi, à s'approprier cette notion de valeur et à dire j'ai terminé mon travail.
si et seulement si j'ai atteint la valeur. Donc, on suit très rarement la valeur, mais plutôt les livrables. Et puis, le manque d'alignement, ça, c'est quelque chose qui est ressorti aussi dans toutes les conférences. Donc, à la fois au niveau des CODIR, des COMEX, et ça redescend par la suite au niveau des équipes. Je ne vais pas tout vous lire, mais effectivement, ça, c'est des éléments qu'on capture. Donc, j'ai fait à peu près 500 formations actuellement sur les OKR. Et effectivement, c'est des éléments qu'on capte quand on travaille sur ces sensibilisations et sur ces formations. Et effectivement, l'accompagnement que j'ai fait, ainsi que Maëlys dans son entreprise, eh ben, c'est des éléments qui ressortent. Ce n'est pas les seuls, mais en tout cas, c'est des éléments qui ressortent. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? OK. Alors, je vais vous présenter Sarah, qui représente quelque part... Je suis Sarah. Exactement. Donc, 42 ans. Donc, Sarah représente un persona assez important et qu'on voit assez régulièrement quand on parle d'OKR ou d'accompagnement sur la stratégie. Donc, elle est CEO de son entreprise Imaginaire Enterprise. Et qui est Sarah? Donc, voilà, elle est dynamique, elle a déjà fait ses preuves en matière de croissance au niveau de son entreprise. Donc, elle a vraiment développé son entreprise. C'est une visionnaire, c'est une stratège communicante. Et effectivement, elle a des valeurs. Elle accorde énormément d'importance au fait de partager sa vision et ses objectifs au niveau de toute l'entreprise. Donc, elle a 2 plénières par an qu'elle organise et où elle partage justement cette vision, la mission et effectivement les objectifs de l'entreprise. Aujourd'hui, elle a pas mal de problèmes, malgré le fait qu'elle partage ça et qu'elle communique sa stratégie. Donc, elle a des difficultés à aligner les activités des équipes, des individus, avec la stratégie d'entreprise. Ça, c'est quelque chose qu'elle a noté au fur et à mesure de ses années d'expérience. Les silos dans les départements, donc elle est PDG, elle voit son CODIR et effectivement, elle voit qu'il y a un désalignement, qu'il y a une divergence dans les avis, dans les priorisations, qui ne permet pas à l'entreprise d'atteindre pleinement la valeur qu'elle souhaite atteindre. Elle a très peu de visibilité. Donc, sur les chantiers qu'elle entame, elle voit clairement qu'il y a des livrables, etc. Mais au final, quand elle pose la question aux équipes, et la valeur, elle en est où? C'est rare qu'on puisse lui donner la réponse par rapport à ça. Et aujourd'hui, elle a aussi des difficultés à attirer et à retenir les talents. Et ceux qui partent disent clairement, le sens, il manque quelque part dans cette entreprise. Donc, ses buts sont clairs, ses objectifs, augmenter les revenus et la rentabilité de l'entreprise, se développer sur des nouveaux marchés, renforcer la marque et la réputation de l'entreprise, favoriser une culture de la transparence et la responsabilité, et l'adaptabilité et l'agilité au niveau de l'organisation. Et on entend souvent dire, à la fois à son CODIR et à la fois aux collaborateurs, aux équipes quand elle intervient, qu'elle souhaite vraiment que chacun dans l'organisation puisse associer, relier son activité au quotidien aux objectifs stratégiques de l'entreprise. Elle souhaite que tout le monde puisse effectivement travailler en ayant en tête les priorités de l'entreprise, ce qui n'est pas vraiment le cas. Et effectivement, quand on voit ce que Sarah vit, les statistiques le prouvent. Aujourd'hui, dans la Harvard Business Review, qui a été publiée en 2018, mais ça reste d'actualité, effectivement, quand on pose la question à des leaders, donc à des membres de CODIR et de COMEX, de lister les 3 priorités de leur entreprise, seuls 51% de cette population-là arrivent à répondre. Et ça redescend, donc le pourcentage, les seniors exécutifs à 22, middle manager à 18 et les managers de proximité à 13%. Vous imaginez derrière que si on avait posé la question aux collaborateurs, à quel point ils comprennent les priorités de l'organisation. Donc, on se pose la question, je suis collaborateur, je ne connais pas les priorités de l'entreprise, comment je peux atteindre cette valeur-là? Donc, comme le vient de le dire Laïla, la stratégie, c'est important, mais c'est son exécution qui va en faire sa force. Si vous n'avez pas l'exécution qui s'aligne sur votre stratégie, vous avez quelque chose. Je ne sais pas quoi, mais vous avez quelque chose. Donc, cela va amener à lever un certain nombre de mythes. Le premier mythe, c'est l'exécution est synonyme d'alignement global.
Alors non, ce n'est vrai que si derrière, il y a toute une mécanique qui se met en place. Je vais vous donner un exemple très concret. En 2018, on a un nouveau DSI qui arrive chez nous, donc BCEF IT, BNP Paribas. Et son credo, c'est la qualité. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, on avait une note de satisfaction côté réseau qui n'était pas satisfaisant. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis un focus sur, encore aujourd'hui d'ailleurs, sur la qualité pour répondre juste le fait de respecter nos clients. Donc, il y a une organisation qui se met en place, il y a du pilotage qui se met en place. En tous les cas, on met tout ce qu'il faut pour que l'exécution soit alignée par rapport à cet objectif prioritaire qui est la qualité. Deuxième mythe, l'exécution, c'est s'en tenir au plan. Non. Et les Covid, là, nous a bien montré que c'était non. En 2019, on avait un certain nombre de priorités par rapport à notre stratégie. Le Covid arrive. On a tout changé. Alors, du côté informatique, notre priorité, ça a été de faire en sorte que le réseau puisse répondre à 100% de télétravail. Donc ça nous a pris quelques semaines, mais on a réussi à y répondre rapidement. Et d'un point de vue business, c'était le PGE. Pourquoi? Parce qu'il fallait aider les entreprises dans le crédit. Elles étaient en train de tomber les unes après les autres. Donc, l'État nous a demandé de mettre en place des crédits spéciaux. Ça a été la priorité et toutes les équipes se sont focusées là-dessus. La communication est synonyme de compréhension. En partie, en tous les cas, c'est vrai. Si vous ne communiquez pas, il n'y aura pas de compréhension. Mais ce n'est pas suffisant. Parce qu'il faut s'assurer derrière que les gens comprennent ce que vous dites. Et ça nécessite de mettre en place un langage commun. Si vous ne mettez pas en place un langage commun, tout le monde peut interpréter ce qu'il veut comme il veut. Nous, au niveau de la DSI, on est plus de 1000 personnes. C'est 140 squads. C'est 140 possibilités de comprendre les choses différemment. Donc, il faut bien mettre le cadre qui va bien. Une culture de la performance stimule l'exécution. Moi, j'aime bien ce mythe-là. La culture de la performance va bien stimuler l'exécution. Mais par contre, il va bien falloir mettre les conditions de cette performance et de cette compréhension de la culture de la performance. Parce qu'autrement, ça fonctionnera pas. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette notion de performance? C'est l'engagement. Comment on met en place les mécaniques qui vont bien pour que les équipes s'engagent autour de la stratégie, d'où la nécessité de lever un certain nombre de mythes. L'exécution, et on pourra, dans le REX que je pourrais faire tout à l'heure, je vous en parlerai plus précisément. L'exécution doit être pilotée depuis le top. Ce qui est sûr, c'est que c'est bien le top qui va donner la stratégie, et c'est l'exécution, donc les équipes, qui vont pouvoir l'exécuter. Et d'où l'importance qu'ils la comprennent, qu'on leur donne du sens à cette stratégie. Sinon, vous n'allez pas réussir à les engager dans les objectifs communs. Donc, s'il faut retenir un mot là-dessus, c'est impliquer les équipes pour challenger la stratégie. Ils sont sur le terrain, ils savent ce qui est faisable ou pas. Pour continuer dans les statistiques, donc, pareil, Business Review, Harvard Business Review, 80% des stratégies échouent aujourd'hui. Et là, voilà, ils ont questionné plus d'une centaine d'entreprises. Et effectivement, 86% des collaborateurs, ça ne réussit pas, ça échoue parce que les collaborateurs ne comprennent pas la stratégie de la direction de leur entreprise. Deuxième point, 87% des collaborateurs ne se sentent pas engagés dans leur travail. Donc, la compréhension de la stratégie et donner du sens, c'est important. Il y a d'autres facteurs, bien entendu, mais sachez qu'effectivement, ne pas comprendre la vision, la mission de l'entreprise, ça n'aide pas non plus à s'engager. Et puis, 57% des collaborateurs ne sont pas satisfaits de l'organisation qui gère leur performance. Encore une fois, donc, si on ne connaît pas les objectifs, si on ne les a pas atteints, bien entendu, parce qu'on ne les connaît pas, comment derrière on peut être jugé comme étant performant ou non performant. Donc ça aussi, il faut vraiment être certain du processus et du lien entre la performance et la stratégie. Donc la question du why, on parle des OKR ici, les OKR c'est juste un framework, donc pourquoi on va l'utiliser? Et ça peut être une autre démarche, ça peut être un autre framework. Donc l'enjeu, c'est la valeur, c'est le pilotage de la valeur. Et s'il y a un sujet sur lequel on communique quand on met en place ce framework, c'est ça. On ne parle pas du tout d'OKR. Au départ, on parle du pilotage de la valeur.
Effectivement, ceux qui ont assisté à la conférence d'avant, ils vont revoir le slide qu'on a montré tout à l'heure. Donc, bien sûr, il y a des enjeux et des principes directeurs d'une exécution disciplinée qui pilote la stratégie. Donc, clarifier la stratégie, bien entendu. Il faut que ce soit limpide, il faut que ce soit clair, l'étoile du Nord. Donc, tout le monde comprend derrière la même chose parce qu'on a mis en place des KR, donc des key results, qui permettent, des observables, qui permettent de dire on a atteint ou pas, et qu'on ait la même compréhension. Quand on dit on veut atteindre 80% de satisfaction client, tout le monde comprend ce qu'il y a derrière. Donc, on sait si on a atteint ou pas cette stratégie. Donc, aligner la stratégie avec les investissements et le delivery, ça ne sert à rien d'avoir une stratégie très ambitieuse si derrière, on n'a pas les ressources financières, humaines, qui permettent d'atteindre cette stratégie. Donc, faire assez attention à ce genre de choses, ne pas demander aux équipes de faire des choses sans leur donner les moyens. Et puis, l'adaptabilité et la gestion de portefeuille, en ayant défini la chaîne de valeur, sachez qu'il faut être capable de changer de direction. Qui dit changer de direction à un moment donné, parce que des objectifs n'ont pas été atteints et qu'on a appris du marché avec les feedbacks et des clients, il faut mettre en place des processus et une structure organisationnelle qui permet de shifter et d'aller dans un autre sens. Ça veut dire que les équipes sont prêtes à changer d'initiative pour atteindre les objectifs. Ça veut dire que les compétences de ces équipes-là sont nombreuses. Donc, il faut vraiment insister sur l'apprentissage permanent des équipes et qu'ils soient des profils T-shape, M-shape ou P-shape, c'est-à-dire qu'ils ont plusieurs expertises et qu'ils peuvent changer d'initiative parce qu'ils ont l'expertise nécessaire. Encore une fois, donc, avec une vision holistique pour maximiser l'impact de la stratégie, puisque notre objectif, c'est bien la valeur, donc aligner la stratégie et les financements, suivre la valeur, encore une fois, créée versus les livrables. Donc, c'est important de suivre les livrables, c'est important de dire j'ai fait telle fonctionnalité ou pas, mais il est plus important de savoir si on a atteint la valeur estimée ou pas. Aligner la structure organisationnelle sur les objectifs stratégiques, on vient d'en parler, et prioriser par la business value. Aujourd'hui, je travaille avec des COMEX et des CODIR. Quand je leur dis, c'est quoi votre business value? C'est quoi les paramètres de votre valeur pour cette année par rapport à vos objectifs? Eh bien, très peu répondent à cette question. Donc, il est important de la définir pour que ce soit clair pour les équipes dans leur travail au quotidien et pour qu'ils exécutent cette stratégie. Donc, gérer simultanément les demandes capacité, donc prioriser, ça vous permet effectivement de prioriser les sujets à valeur ajoutée, planifier trimestriellement et voilà, donc aligner et adaptative, une gestion adaptative. Donc, ça vous permet effectivement tous les trimestres de vous poser la question où est-ce que j'en suis de mes objectifs. Avec les éléments, les feedbacks qu'on a reçus de nos clients et du marché, on est capable de changer d'objectif, de continuer sur notre objectif si on a atteint les résultats. En tout cas, les objectifs, c'est comme des hypothèses de l'expérimentation à tester. Et puis, avec les éléments qui vont rentrer les données, ça nous permet de changer ou en tout cas de continuer dans notre voie. Mesurer, c'est important. C'est ce qui nous permet par la suite, ces données-là, de prendre des décisions. Et puis, la cadence de délivrer avec responsabilisation des équipes, c'est-à-dire que voilà, si on a des objectifs sur 3 ans, si on a des cadences de délivrer tous les ans, on est incapable de savoir l'avis du client, est-ce qu'il est content, pas content. Et une fois qu'on a mis le produit final en production et éventuellement, c'est un peu tard, parce que si la satisfaction client, si le produit n'est pas accepté, c'est un peu tard, effectivement, de revenir en arrière, parce qu'on aura cramé énormément de fuel. Alors, le comment ? Chronologie des OKR, donc je vais aller assez rapidement là-dessus. Méthode MBO qui a été mise en place par Peter Drucker, donc qui est connu, c'est le gourou un peu du management. Et effectivement, c'est un management par objectif. Il l'a introduit dans son entreprise. Et l'idée, c'était vraiment de suivre les objectifs annuellement. Oshin Conry, sans rentrer dans les détails, Balance Scorecard, qui est beaucoup utilisé aussi dans les entreprises. Et puis, Andy Grove arrive avec la méthode, ou en tout cas le framework OKR. Pourquoi ? Je pense que réellement, en 1954,
On n'avait pas assez de données, donc la fréquence des données n'était pas assez régulière pour pouvoir peut-être bifurquer et avoir des objectifs sur du court terme, donc trimestriellement, parce que voilà, la satisfaction client elle était mesurée tous les 2 ans, le chiffre d'affaires, les finances ne pouvaient le sortir qu'une fois par an. Donc voilà, OKR, c'est arrivé au bon moment parce qu'on était aussi capable d'avoir les données nécessaires pour prendre les décisions et on avait aussi des meilleures pratiques de management. Aujourd'hui, suite donc John Doerr qui a fait connaître le framework chez Google, donc ça s'est démocratisé. Et aujourd'hui, dans le CAC 40, je vais dire à peu près plus d'une soixantaine d'entreprises au niveau France se sont lancées là-dedans. Donc Société Générale, il y a à peu près 5 ans, ING beaucoup plus. Donc petit à petit, les entreprises y arrivent. Sans trop rentrer dans les détails, donc les OKR, pour expliquer très rapidement pour ceux qui ne connaissent pas, mais je pense que tout le monde connaît. Donc on commence par des thèmes stratégiques qui représentent vraiment la stratégie d'entreprise et ils doivent être simples et clairs à comprendre, mais en même temps inspirants, donc challengeants. Et après, on découpe ça en objectifs. Donc le O pour objectif des OKR et les key results, c'est vraiment les mesures qui nous permettent de voir la progression où on en est de nos objectifs. Et puis les initiatives, c'est ce qui permet, effectivement, c'est le travail qui est effectué par les équipes pour atteindre les objectifs. Ce que j'aimerais que s'il y avait quelque chose à garder sur les OKR, moi ce que j'aime à dire, c'est le côté projection. Vous avez parlé, je crois, tout à l'heure de problème de la projection. L'OKR, il est là pour se projeter dans le futur. Qu'est-ce qui va faire que je vais réussir? Et comment je le mesure? Et donc, on est bien sur le sujet de l'impact. Au-delà des initiatives, les initiatives, elles sont là pour servir l'objectif. Et peut-être que les initiatives qu'on met en place, peut-être qu'elles ne sont pas les bonnes. Mais ça, il faut être en capacité de le mesurer. Donc, quelle est la bonne mesure? Alors, à supposer qu'il y ait des bonnes mesures qui soient faciles à mettre en place, et nous verrons que non, ce n'est pas toujours évident. Mais comment on se projette dans le futur et comment on voit si ça marche ou ça ne marche pas. Ce qui n'est pas le même objectif d'un KPI. OKR et KPI, ce n'est pas une antinomique, mais on n'a pas les mêmes objectifs. Alors, et concrètement, comment on fait pour les mettre en place? Donc, on ne va pas trop rentrer dans les détails, mais en tout cas, une vision globale. Au niveau entreprise, il faut réfléchir aux OKR comme une démarche d'alignement bidirectionnel, c'est-à-dire verticale et horizontale. Donc, l'idée première, c'est vraiment de travailler sur sa vision, qu'elle soit la plus limpide possible, et sa mission. C'est pourquoi on existe et avec une image parlante de notre futur. Où est-ce qu'on veut aller? Donc, c'est assez lointain. Objectif stratégique, c'est les priorités de notre organisation. Si on devait travailler sur des sujets, lesquels on va faire. Puis, on va avoir les découper en objectifs tactiques. Concrètement, sur ces objectifs stratégiques, si je devais travailler sur un trimestre sur un sujet, c'est lequel? Donc, je vais mettre mes objectifs tactiques. Ça va être des hypothèses sur l'avenir et ça me permet d'avoir des feedbacks réguliers qui me permettent effectivement de revoir ma stratégie. Et puis les key results, c'est comment on saura qu'on y est arrivé. Et puis bien entendu, les activités, initiatives à effectuer. Donc, mission, vision, c'est du long terme, en général à 5 ans. Pour la mission et la vision, ça peut être sur 10 ans, parce que l'entreprise ne change pas de vision tous les 2 jours. Et puis les objectifs stratégiques, 1 an. Donc, c'est sur cela qu'il faut vraiment se concentrer. Sur 1 an, qu'est-ce que je suis capable de faire? Ça vous permet de ne pas cramer trop de temps sur les 3 ans, 5 ans, les schémas directeurs qu'on a l'habitude de faire. Et puis, objectif trimestriel. Chaque département se pose la question, qu'est-ce que je suis capable de faire comme objectif tactique pour pouvoir répondre aux objectifs stratégiques et comment je vais les mesurer. Et puis, par la suite, c'est les équipes qui choisissent les moyens, donc les missions qu'ils vont accomplir pour pouvoir réussir ces objectifs et atteindre la valeur souhaitée. Donc ça reprend l'idée de ce slide, c'est juste de montrer que du coup, en parlant de feedback et de s'alimenter quelque part de ces feedbacks, il faut que la stratégie soit dynamique, réactive, adaptative. Tous les éléments que vous pouvez capter sur le marché, sur les clients,
en interne, il faut les capter. Ça vous permet de prendre des décisions et de shifter éventuellement. Et ça, en ayant un flux de valeur très clair et en utilisant, bien entendu, les capacités que vous avez. Donc, dynamique, ça veut dire que les équipes et l'organisation structurelle peut changer en fonction de vos objectifs. Et effectivement, on a parlé tout à l'heure de la cadence de delivery régulier parce que ça vous permet tout simplement d'avoir des retours clients qui vont nourrir votre réflexion et votre stratégie. Sans rentrer trop dans les détails, ça, c'est effectivement les cycles de management des OKR. Donc, voilà, on a un cycle hebdomadaire et mensuel. Donc, on a des sprints où on va livrer des livrables, des fonctionnalités qui nous permettent d'aller vérifier auprès des clients qui sont internes ou externes si derrière ces fonctionnalités correspondent à leurs attentes. Et on met à jour les OKR, on continue et on affine les tactiques. Trimestriel, on clôture le trimestre. Ça nous permet aussi de revoir nos objectifs tactiques. Est-ce qu'on les a atteints? Pas atteints, c'est de l'apprentissage. Donc, ça ne sert à rien de montrer du doigt telle ou telle personne, l'idée ou tel département. C'est de l'apprentissage. Donc, si on ne met pas en place une culture de transparence et d'apprentissage, ça ne sert à rien de mettre en place les OKR. Et puis, cycle annuel, ça vous permet de revoir votre stratégie. Donc, avec tous les cycles que vous avez vécus, vous avez énormément de données, d'éléments qui vous permettent de vous poser la question est-ce que ma stratégie était la bonne ou pas, et de nourrir par la suite vos OKR stratégiques et vous relancer le cycle par la suite. Je ne vais pas m'attarder sur le slide parce que ce que j'aimerais, c'est vous l'illustrer plutôt que de l'aborder. Il y a 4 mots, transparence, focus, alignement et environnement safe. Et on va essayer de les illustrer. Alors, ce que je vais vous présenter, c'est ce que comment j'ai pu accompagner au sein d'un centre d'expertise Software et Design Authority au sein de l'informatique auquel j'appartiens. Donc, c'est une expérience qui a commencé, je dis expérience parce qu'au début, c'est vraiment de l'expérience quand même, avant que ça devienne un process industriel. Donc, en 2021, on a eu une réorganisation. Ce centre d'expertise a été créé. C'est aussi fin 2020, c'était aussi la mise en place du nouveau plan stratégique de la DSI. Donc, on s'inscrit dans une démarche plus globale qui est de comment on répond aux objectifs stratégiques de la DSI, que j'avais aussi accompagné avec la stratégie et le portefeuille, le CIO Office à l'époque. Donc, il y a 3 grandes étapes. Ce que je dis là, c'est l'expérience qu'on a vécue. Je ne dis pas que c'est comme ça qu'il faut que vous le fassiez chez vous, parce que vous avez vos contextes, et on sait très bien que les contextes, il faut en tenir compte. En tous les cas, c'est comme ça que nous, on l'a posé, et c'est la vitesse à laquelle on a réussi aussi à avancer, parce qu'il fallait lever aussi quelques difficultés. Donc la première étape a été la sensibilisation. Je crois que ça a été abordé tout à l'heure. On ne démarre pas dans les OKR comme ça. Il faut quand même avoir quelques notions avant de démarrer si on veut que ça se passe bien. Donc sensibilisation, expérimentation sur la deuxième année, sur la première année. La deuxième année, il faut le ritualiser. On parlait d'alignement tout à l'heure dans l'exécution. Si vous voulez que l'exécution s'exécute, il faut garder le focus, il faut montrer et il faut que ça soit piloté. Et la dernière étape qui vient de commencer, c'est la partie, on va dire, ritualisation au quotidien. On parlait tout à l'heure de comment une planification trimestrielle. Là, on est sur l'intervention auprès de tous les collaborateurs dans un quarter agile planning ou l'équivalent d'un PI planning avec l'ensemble des collaborateurs de ce centre d'expertise. Donc, c'est pour ça qu'on aborde cette notion de transparence. Vous ne pouvez pas engager l'exécution si les équipes ne savent pas de quoi on parle d'un point de vue stratégique. Alors, si je rentre un peu dans le détail, première année, c'est ce que je précisais, sensibiliser, expérimenter. Ce centre d'expertise, il était composé à peu près de 7 services. La question qu'on s'est posée, d'abord, c'est quoi les objectifs de ces services et comment on interagit entre nous. Et grâce à ça, ça fait partie en 2021, je précisais, nouvelle organisation. Il y a une feuille de route de ce centre d'expertise qui a été produite. Et c'est aussi grâce à ça qu'on a pu exprimer l'ambition du centre d'expertise. Alors là, on est interne avec l'équipe management. On n'est pas encore
tout global, mais on est avec l'équipe management. Une fois qu'on sait à quoi on sert, parce que c'est important, une stratégie, elle a un objectif, c'est de servir à quelque chose, donc on la pose. Ensuite, ce que je précisais, c'est être sensibilisé. Pourquoi être sensibilisé? Parce que la démarche d'OKR, elle est loin d'être facile à appréhender de prime abord. Parce que déjà, être en capacité de se projeter dans le temps et de se dire comment je vais savoir que ce que je projette dans le temps, on y arrive, ça prend du temps. Et ça a été tout le gros travail de l'année 2021. Là, je travaille avec des experts. Les experts sont des gens qui sont plutôt rationnels. On les projette pas comme ça dans le futur s'ils ne sont pas un peu rassurés sur les données de base. Donc ça fait partie aussi de toute la sensibilisation qu'il a fallu faire. Donc je le disais en introduction, on s'inscrit dans les OKR de la DSI. Donc nous, ce qu'on s'est posé comme question, c'est en quoi nous pouvions servir les OKR de la DSI. Je vais en prendre un qui est important pour nous, la maîtrise du SI et l'amélioration de l'employabilité de nos collaborateurs. Pourquoi on les lie? Parce que la mesure, ça va être le NPE. Donc on avait un objectif d'amélioration de notre NPE. Et on sait que derrière le NPE, ce qui va se cacher, entre guillemets, c'est les conditions de travail, c'est l'implication, comment on implique les collaborateurs, comment on les autonomise, comment on leur donne le moyen d'agir. Donc ça, c'était important pour nous et cette pratique des OKR il permet d'y répondre en partie parce que ça va les engager, on le verra dans la dernière étape. Donc toute l'année 2021, l'objectif, ça a été de se dire comment nous, on peut agir sur ces OKR de la DSI. Et dans certains cas, on ne peut pas agir directement. Hein. On est un centre d'expertise, on est là pour accompagner, entre autres, les collaborateurs dans leur montée en compétences techniques. On est là pour faire de l'architecture. Donc du coup, on ne peut pas forcément y répondre directement. Donc on s'est posé la question de l'OKR dit tactique. De façon indirecte, qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre pour y répondre. En tous les cas, ça permet à tout le monde de s'y retrouver d'un point de vue service. Et donc voilà, on a posé un certain nombre d'initiatives. Elles ne sont pas intéressantes comme ça. Ce qui est intéressant, c'est pour le centre d'expertise. Je ne vais pas m'y attarder. Je précisais tout à l'heure que la deuxième étape, c'était de ritualiser et piloter. Pourquoi? Parce que ritualiser, c'est ce qui va permettre d'ancrer la pratique dans l'ADN. Et ça, c'est important. Surtout quand c'est difficile à mettre en place, parce que se projeter, c'est pas facile. Poser des mesures, c'est pas facile. Avoir des valeurs, c'est pas facile. Et il faut faire le deuil, dans certains cas, on se dit, on aimerait bien mesurer ça, on n'y arrive pas, on va faire quelque chose d'un peu plus dégradé, et il faut l'accepter, parce que rien n'est grave dans l'absolu. Ce qui est important, c'est d'engager la démarche de comment je sers au quotidien la stratégie. Donc la salle de pilotage, alors on est en 2021, on est en plein Covid, toutefois, pendant les périodes où on avait le droit de se retrouver, c'était crescendo, c'était important de mettre ce management visuel parce que ça permet aussi aux collaborateurs de voir. Ce n'est pas encore très clair pour eux, mais ce n'est pas grave, ça permet de montrer qu'il y a quelque chose qui se passe. On ne l'a pas forcément beaucoup utilisé puisqu'on l'a dématérialisé avec le télétravail. Le côté présentiel est un peu plus complexe si on veut avoir tout le monde tout le temps ensemble. Donc on l'a dématérialisé et on a mis en place un comité mensuel où on aborde tous les mois l'avancement des OKR et les initiatives associées. Donc c'est moi qui, on va dire, challenge les équipes, le centre d'expertise sur la mise en place de ces initiatives. Et qu'est-ce que tu pourrais faire autrement? Qu'est-ce qui fait que tu as un problème? Puisque bien évidemment, on aborde la notion des risques. Hein. Si un OKR n'avance pas, c'est que soit la mesure n'est pas la bonne, soit l'initiative, on ne donne pas les efforts qu'il faut pour y répondre. Donc tous les mois, on se repose systématiquement les questions. Et pareil, comment je précisais, il y a à peu près 7 services au sein de ce centre d'expertise, comment l'autre service peut aider celui qui est honneur de l'OKR
au sein du centre d'expertise. It's the time. Yes. Donc, dernière étape, c'est le partage avec tous les collaborateurs. Donc, ça, c'est ce qu'on a fait en début d'année. On a fait notre première quarter Agile Planning. Première chose qu'on a faite, présenter les OKR, présenter comment l'avancement de ces OKR. Alors, la stratégie, elle avait été expliquée, mais on ne l'avait jamais abordée à travers cette méthode. Donc là, ça a permis aux collaborateurs de se positionner sur leur quarter en disant voilà ce qu'on veut prioriser, voilà les initiatives qu'on va mettre en place pour répondre à la stratégie. Et je pense que c'est le mot de la fin qui arrive. Donc très rapidement, donc on ne va pas tout lire. De toute façon, vous avez la slide en attendant vos questions. Effectivement, le framework, quand on le présente, est assez simple. Objectif qui résulte. Et on voit tout de suite que, entre guillemets, on n'a pas grand-chose à expliquer, sauf que derrière, ce que expliquait Maëlys, il y a de la transparence, il y a l'alignement qui se fait, etc. Donc, c'est compliqué à mettre en place et il faut partir de cette idée-là. Donc, aller par itération et essayer et puis avancer, s'améliorer, etc. Croire que c'est rapide, ça fait 2 ans et ils n'ont pas encore terminé, mais ils s'améliorent au quotidien. Donc, l'idée, c'est vraiment de faire participer tous les collaborateurs pour pouvoir être partie prenante de ces OKR. Donc la transparence est importante et l'alignement vertical-horizontal, c'est ce qu'il faut retenir. Est-ce que vous avez des questions ? Très clair pour tout le monde ? Moi, j'en ai peut-être une, du coup. Vas-y. Sur cette démarche OKR, c'est quoi les grosses difficultés concrètement que toi, tu as rencontrées sur le terrain ? Moi, le plus dur, ça a été qui définissent des mesures. Ils savaient pas alors les objectifs, ils avaient plein d'idées, hein. Mais après, quand il faut se définir la mesure, ça a été ça a été hyper dur. Alors, je répète, j'ai suis avec des experts. Les experts, ils sont dans l'action. Et donc, à un moment donné, j'ai dû faire le deuil aussi de la façon dont il fallait que j'aborde les OKR. Et je leur ai dit, OK, très bien, maintenant, on va aborder les initiatives. Qu'est-ce qu'on fait pour y répondre ? Et c'est après que j'ai réussi à avoir des valeurs. Donc, il faut accepter que les choses ne se fassent pas dans le bon ordre. L'important, ce n'est pas ça. C'est qu'aujourd'hui, premièrement, c'est devenu naturel au sein du centre d'expertise de revoir nos OKR tous les ans. On se repose la question. Au-delà de, on se repose la question des valeurs plus fréquemment. Mais est-ce qu'on est toujours sur les bons objectifs ? On se le repose tous les ans. Et maintenant, ils n'ont plus de problématiques pour se projeter. Donc, du coup, moi, je pense que si on réussit déjà ça, après, c'est une question d'habitude. Mais vraiment, la projection, c'est hyper dur. Et c'est vrai, quand on les a accompagnés, c'était compliqué parce que chaque fois qu'ils proposaient des mais mesures, c'est pas possible, on disait c'est pas des KR, ça, c'est pas la valeur. Vous êtes en train de mesurer les KPI, sachant que BNP Paribas, vraiment, ils ont une vraie culture de mesure des KPI. Donc ça revenait puisqu'ils étaient habitués à ça. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, tu sens que tu les agaces. Et à ce moment-là, il faut s'arrêter et dire ok, démarrons avec ce qu'on a et puis améliorons-nous petit à petit. Donc nous aussi, en tant que coach OKR, on a appris à accompagner l'individu dans sa réflexion parce qu'il n'est pas au même niveau de maturité que nous et il faut l'accepter. C'est-à-dire qu'il faut y aller doucement. C'est beaucoup mieux que de ne rien démarrer du tout. Sébastien, tu m'as posé la question des difficultés, mais il y a aussi, au-delà de la difficulté, je vais aussi vous donner quelque chose qui nous permet aujourd'hui de réussir. Le responsable du centre d'expertise, il est à fond dans la démarche. Qu'il y croyait pleinement au début, c'est pas ça le débat, mais il a fait en sorte que ça fonctionne. Et c'est parce qu'il a voulu que ça marche aujourd'hui et qu'il engage ses collaborateurs. Tous les mois, quand on fait ce point avec son équipe, derrière, il sait que ça va permettre à son équipe, pendant 1 heure, de se focusser sur leur stratégie. Et il en ressort potentiellement plein de nouvelles idées. Et une autre de ses ambitions, c'était de faire en sorte de savoir travailler ensemble. C'était aussi ça qu'il cherchait à obtenir parce que ce sont des experts et il n'y a pas forcément besoin d'avoir tout le temps du collectif dans les expertises. Mais ça, il voulait l'obtenir. Voilà. Merci, très clair. Est-ce que vous avez des questions ?
Moi, j'ai une question parce qu'on dit que ça prend du temps, que c'est de l'acculturation, c'est ça. Et du coup, dans votre expérience, est-ce qu'il y a eu un turnover au niveau des équipes qui a dû être géré au niveau de cette acculturation, de cet accompagnement? Et sinon, est-ce que vous avez déjà réfléchi ou envisagé à des éléments en disant, bah, si demain il y a la moitié de l'équipe qui s'en va, qu'est-ce qui se passe? Alors, non, on n'a pas eu de turnover, en tous les cas, sur ceux qui ont mis en place les objectifs et les cartes de départ, il n'y a pas eu de turnover. Alors, c'est une question qui est intéressante. Maintenant qu'on est passé au stade où tout le centre d'expertise l'exploite, la méthode, je m'interroge sur la nécessité qu'il va y avoir de comment gérer cette problématique d'acculturation. Je ne sais pas répondre à votre question comme ça, franchement, et merci de me l'avoir posée, parce que ça va me permettre aussi de m'interroger pour la suite. Chez BNP Paribas, au-delà des équipes réellement, au niveau transverse, donc le Bivouac, donc c'est une entité de BNP Paribas qui travaille beaucoup sur l'innovation et sur des formations, sur des sujets nouveaux. Donc où je suis intervenue, ils proposent une formation, une sensibilisation et une formation aux OKR et à des coachs OKR aussi. Donc on peut faire appel éventuellement, voilà. Et ces formations-là tournent régulièrement. Moi, en tout cas, j'en faisais 2 par mois. Je donnais 2 formations par mois pour toutes les entités du groupe. Donc, s'inscrit qui veut. Et vraiment, je trouve que c'est une démarche intéressante d'apprentissage. C'est-à-dire, même si je ne fais pas des OKR, eh ben, je vais m'acculturer et je vais apprendre le langage. J'ai des questions à distance. Combien de cycles ont été nécessaires pour que justement ça fonctionne? Combien de fois vous y êtes repris pour atterrir sur des OKR qui soient stabilisés à un certain niveau d'état de l'art? Alors nous, c'est la première année où on a eu le travail d'avoir un état de l'art. Alors, je ne sais même pas dire combien de fois il a fallu qu'on s'y reprenne, parce que beaucoup de fois. Et comme on le disait, à un moment donné, on m'a dit « Maëlys, t'es gentille, mais on en a marre de tes OKR ». Donc du coup, je pense que c'est au moins 6 mois, pour être honnête, pour réussir à avoir des objectifs et des KR dans lesquels les personnes se sentent à l'aise. Et est-ce que vous êtes descendu jusqu'au niveau individuel? Non. Et c'est d'ailleurs pas l'objectif des OKR de descendre au niveau individuel. Juste pour information, effectivement, les entreprises qui l'ont fait, il y en a plein qui sont revenus en arrière. Encore une fois, l'idée des OKR, retenez-la, c'est l'alignement horizontal et vertical. Si on commence à faire en sorte que les collaborateurs soient reliés aux objectifs, sachant qu'en général, on travaille en équipe, sauf si on est comptable ou voilà, si on travaille en individuel, eh ben, on va tirer quand même la couverture à soi, c'est l'humain. Hein. Donc, c'est quand même dommage. Et voilà, plein d'entreprises sont revenues là-dessus. Aujourd'hui, j'accompagne une entreprise horlogère qui fait de l'horlogerie de luxe en Suisse et ils souhaitent descendre là-dessus. Malgré mes recommandations, bah, ils veulent quand même faire de l'individuel. Donc, je forme les RH en leur disant très clairement que ce n'est pas intéressant et on va voir ce qu'on va obtenir. Mais si vous regardez la littérature, vous regardez le site de Pedro, j'ai oublié le nom, mais très connu sur les OKR, vous tapez ça sur YouTube et il va vous expliquer par A plus B le pourquoi des choses, surtout qu'il s'est essayé à ça aux États-Unis dans plein d'entreprises et ça n'a jamais fonctionné. Après, c'est un avis personnel. Hein. Non, mais on crée des biais quand on le met au niveau individuel. Du coup, les individus, ils vont essayer de répondre à l'objectif, mais n'importe comment. Donc, c'est pas ça qu'on cherche à obtenir. C'est relié à la performance et au final à leur prime et à leur. Donc, à un moment donné, bah oui, si ma prime est en danger, qu'est-ce que je ne ferai pas pour l'obtenir, hein? Je parle pas de moi personnellement, mais en général. Hein. Ok. Eh ben, écoutez, c'est bon de notre côté. Autre question? Je voulais juste rebondir, pas sur des commerciaux. En tout cas, nous, il y a des parties de la boîte qui le redescendent en individuel et qui pilotent les individus d'une équipe grâce aux OKR. Et ça donne beaucoup de sens aux gens. En fait, beaucoup plus que leurs objectifs. Ça donne annuels. de la motivation. Le sens, c'est autre chose. Parce que, voilà. Et juste, encore une fois, ceux qui l'ont fait,
il faut réfléchir à la fois à avoir des objectifs effectivement sur la performance. Est-ce qu'on a atteint les objectifs de l'organisation? Et on met un pourcentage là-dessus. C'est ce que je recommande à cette boîte parce qu'elle veut aller là-dedans. Par équipe, qu'est-ce qu'on a construit par équipe? Et effectivement, avoir 20% sur l'individuel. Pourquoi je parle par équipe? Parce que ça va permettre aux équipes de collaborer ensemble. Si on met 40% l'atteinte des objectifs par équipe, on va être mieux parce qu'effectivement, celui qui n'a pas atteint les objectifs va être aidé par les autres, sinon on ne l'obtient pas. Et ça change la dynamique. Et puis, effectivement, garder un pourcentage pour l'individuel, dans le cas des commerciaux éventuellement, pour pouvoir avoir ce challenge parce qu'ils fonctionnent, leur adrénaline fonctionne à ça. Mais avoir toujours cette idée d'équipe, hein. C'est alignement, département, équipe. Il y avait une question, je pense, dans le fond. Oui, alors ce que je vous propose, c'est qu'on s'arrête là, justement, parce qu'on a atteint dernière minute de la session. Je vous propose de poursuivre les échanges en dehors. On a un petit quart d'heure de pause avant la keynote de clôture de Laurent Morisseau. Je vous invite à rester. Vous pouvez encore vous restaurer un petit peu sur le buffet qui est sur le côté. Et on se retrouve à 17h avec Laurent pour la clôture finale de l'Agile Day.